Accueillir ces hôtes, la vieille ville a élaboré un projet de presque 200 milliards pour lutter contre l'avancée de la mer et pour l'assainissement. Toubab Dialaw et Sendou également, nous en parlerons. Et puis dans la rubrique découverte, nous parlerons du langage des signes. Des formateurs essaient d'aider les sourds muets à surmonter leur handicap. Des personnes pas formées du tout arrivent cependant à ruiner le travail des vrais professionnels. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Kigali. Il doit prendre part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans l'agenda du président Macky Sall, ce samedi figure l'autonomisation des femmes dans l'agriculture et une rencontre sur le NEPAD. Envoi spécial Pape Biram Bigendiaï. C'est en début de soirée que le chef de l'État est arrivé à Kigali. Dans la capitale rwandaise, le président Macky Sall rejoint ses pairs chefs d'État d'Afrique pour prendre part à la 27e session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Un sommet qui s'ouvre ce dimanche, mais avant cela, dès samedi, le chef de l'État aura une séance de travail avec le groupe Initiative pour l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Ensuite, il va présider la réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD pour faire le point sur l'évolution des grands chantiers du continent, notamment dans le domaine des infrastructures. Au cours de cette conférence de Kigali, il sera beaucoup question du financement de l'Union africaine afin de jeter les bases d'un développement durable, mais également des questions de paix et de sécurité. Kigali a donc fini de se parer de ses plus beaux atours à l'image d'une véritable capitale africaine prête à accueillir les dirigeants du continent. Kigali qui accueille ce week-end donc le sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La piste construite par le programme d'urgence de développement communautaire entre Keur Cheikh et Nguyen Wolof sera bientôt livrée. Le directeur national du PUDC, accompagné du comité technique, était sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Pape Bounatiao. Longue de 16 km, la piste Keur Cheikh Nguyen Wolof est à plus de 90% terminée. Un soulagement pour les usagers qui s'étaient résignés à ne plus la fréquenter, surtout en période d'hivernage. En période d'hivernage, tous les conducteurs de véhicules abandonnaient leurs véhicules ici pour ensuite marcher. Mais tout ça est terminé. La piste est arrivée à bon temps, car avant c'était très difficile. Mais maintenant on circule normalement. La piste va jusqu'à Nguyen. On n'a plus de soucis. Le comité technique et le directeur national du programme d'urgence de développement communautaire sont venus constater l'état d'avancement des travaux. La piste porte des enjeux économiques énormes car la zone a de fortes potentialités agricoles. Cette piste est importante dans la mesure où elle traverse 6 principales localités. Ce sont des zones à forte production agricole, raison pour laquelle le fait de l'avoir construite, le fait de l'avoir achevée dans les délais permettra de désenclaver toutes ces zones, permettra aussi en hivernage d'acheminer, en tout cas à la fin de l'hivernage, d'acheminer toutes les cultures. Comme vous le voyez, elle passe à travers beaucoup de champs. D'ailleurs, nous avons eu des difficultés pour contourner certains champs parce que on était en hivernage et les agriculteurs avaient déjà semé soit de l'arachide ou le mil. Mais tout compte fait, au final, nous sommes satisfaits du déroulement des travaux et nous sommes satisfaits, en tout cas, de la qualité des travaux. Abondance de biens ne nuit pas. L'école située à proximité de la piste est en train d'être clôturée par le PUDC. Les populations de Nguyen Wolof ont tenu à exprimer leur satisfaction. On est sorti de manière spontanée dès qu'on a aperçu les voitures. Cela fait des années que l'on attendait cette piste. C'est comme si nous venons tout juste de faire partie du pays. Dès que l'hivernage commençait, nous étions complètement enclavés. Impossible de sortir du village. Mais maintenant, nous rendons grâce à Dieu tout en remerciant le président de la République.
Avant de quitter la zone, la délégation du PUDC a été reçue par l'autorité administrative de la région de Thiès. Le gouverneur à qui le dernier rapport d'activité du PUDC a été remis. Ici à Dakar, le ministre de la fonction publique a lancé ce vendredi le processus d'élaboration de sa lettre de politique sectorielle 2016-2021. Une lettre qui devrait permettre au ministère de trouver des réponses pertinentes pour l'atteinte de ses objectifs durant ces 5 années. Aramdao. Une lettre de politique sectorielle pour définir les priorités du secteur et les articuler autour des réformes. Il y va de la gestion efficace des ressources publiques. Le ministère de la fonction publique veut que cette lettre en cours d'élaboration dégage des perspectives claires. Des perspectives, comme je l'ai dit, qui doivent être articulées à celles du PSE et dire concrètement ce que le ministère devra faire pour aller vers une modernisation soutenue de l'administration, pour aller vers la délivrance d'un service public de qualité, de meilleure qualité, pour aller vers une meilleure gestion et une meilleure administration des personnels de l'État. Autant de défis qui nous attendent et vers lesquels nous nous engageons. Le processus que nous lançons est un processus aussi inclusif, vous l'avez remarqué, avec l'ensemble des partenaires. Avec eux, et comme c'est le cas pour les autres, le ministère de l'économie et des finances, chargé de suivre et d'évaluer cette stratégie. À cet égard, la direction de la planification participe activement en collaboration avec les ministères techniques et les structures concernées à la formulation des politiques sectorielles ainsi qu'à l'élaboration des schémas directeurs pour chaque secteur d'activité de l'économie nationale. L'exercice qui est commun à tous les ministères n'en est pas pour autant banal. Conviction partagée. La rationalisation des effectifs qui nous pose problème, le renouveau du secteur public, ce sont aujourd'hui des questions qu'il faut résoudre si nous voulons que le PSE puisse avoir des chances de réussir. L'échéance est de 5 ans, 2016-2021. Que faire, où le faire et comment le faire? La lettre devrait apporter la réponse au ministère pour une administration de développement. La délégation sénégalaise sera à Rio de Janeiro avec un budget de 800 millions de francs CFA. L'annonce a été faite cet après-midi à l'issue d'une conférence interministérielle sur la participation, la préparation et la participation du Sénégal au JO 2016. Ils seront 25 athlètes à représenter le Sénégal dans 9 disciplines. Pape Madidio. La participation du Sénégal au JO 2016 a fait l'objet d'une réunion interministérielle. Une grande première chez nous, l'initiative est du chef de l'État, le président Macky Sall. Cet idéal représentant toute une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du sport, de la volonté et de l'esprit, au-delà du symbole, revêt pour nous une importance capitale. Pour cette raison, le chef de l'État a en outre instruit au ministre en charge du sport de travailler à améliorer les conditions de préparation et de participation des athlètes sénégalais. Il nous fallait un budget de 800 millions pour assurer la totalité de la préparation et de la participation. Et nous avons trouvé la solution et que le budget est bouclé. Nous avons les ressources nécessaires. Ce qui reste maintenant, c'est accompagner effectivement les membres de la délégation, accompagner aussi les athlètes pour qu'à Rio, on puisse être totalement dans l'olympisme. Au-delà de la participation des athlètes sénégalais, les conditions d'hébergement de la délégation sénégalaise doivent être des meilleures. Nous avons posé tous les problèmes annexes, connexes. On a été jusqu'au détail où s'il y a des malades, au moins on aura de quoi acheter des médicaments. Et ça, c'est le ministre Ba qui a eu à poser ces problèmes-là. Je pense que l'un dans l'autre, les choses vont se passer bien. Et le Premier ministre a insisté pour savoir dans quelles conditions sont nos journalistes invités, qui seront logés à la même enseigne que le reste de la délégation. L'objectif du Sénégal dans ces joutes mondiales peut être trouvé dans l'expression du baron Pierre de Coubertin. L'essentiel est de participer. Et le plus important, c'est une question de diplomatie, c'est une question de communion et que nos athlètes resteront aussi dans cette dynamique. Il faut comprendre que nos athlètes ont des chances, ils vont se battre
Mais le plus important, c'est la bonne participation. Il faut qu'on positive, évidemment, comme tous les Sénégalais. Je vibre, je souhaite qu'on gagne toutes les médailles. Plus d'optimisme, certes, chez le chef du gouvernement. Les athlètes sénégalais ont toujours été de dignes ambassadeurs dans les compétitions internationales, combattant avec bravoure et dignité, souvent face à des adversaires qui bénéficient de meilleures conditions de préparation. Et c'est là la raison pour laquelle le chef de l'État a demandé au ministre des Sports de travailler à améliorer les conditions de préparation et de participation de nos sportifs de haut niveau. Ils seront 25 athlètes à représenter le Sénégal à Rio dans les disciplines que sont la natation, le canoë-kayak, le judo, le taekwondo, la lutte, l'escrime, l'athlétisme, le basket et le handisport. En somme, 9 disciplines du sport olympique. Les JO de Rio, c'est le mois prochain, plus exactement du 5 au 21 août, c'est au Brésil. Éleveurs, transporteurs et ministère de l'élevage en conclave pour réfléchir sur le transport des moutons à l'occasion de la Tabaski. La principale recommandation sortie de ces échanges concerne la planification des déplacements. C'est pour permettre aux consommateurs d'avoir leurs moutons de Tabaski à temps. Quelles conditions pour faciliter le transport des moutons en cette période de Tabaski? Syndicalistes, éleveurs, transporteurs et importateurs de moutons ont proposé des solutions à l'occasion de cette grande concertation. Nous avons déjà qu'il y a peut-être une amélioration puisque le président de la République a diminué le prix du carburant. Nous, on va faire avec, mais on demande aussi les éleveurs de diminuer le prix des moutons. Transporter le bétail dans des conditions idoines pour que tous les acteurs, notamment les consommateurs, puissent y trouver leur compte. Voilà l'objectif, et les transporteurs suggèrent aux éleveurs de planifier leur déplacement. Si tout le monde peut faire venir ses moutons en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir une tension sur le transport. Et quand il y a une tension sur le transport, ça se répercute forcément sur les prix. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande qui va jouer et ça risque d'être au détriment, en tout cas, celui à qui ça va vraiment être à son détriment, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est le consommateur. Beaucoup de recommandations sont sorties donc de ces échanges. À terme, les différents acteurs veulent l'autonomie en moutons de Tabaski. À noter qu'une prochaine rencontre sur la sécurité du bétail devrait se tenir dans les jours à venir. La République coréenne appuie le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Un conteneur frigorifique, 3 motos et 13 imprimantes sont reçus par le ministre Omar Gueye. Valeur du don, 60 millions de francs CFA. Tierno Amadoussi. 2 signatures qui rappellent une amitié entre 2 pays. Aujourd'hui, l'Agence coréenne de coopération pour la pêche appuie le ministère en charge du secteur au Sénégal, du matériel utile pour renforcer notre économie maritime. Ce don composé d'un conteneur frigorifique d'une capacité de production de 3 tonnes de glace par jour, de 3 motos et de 13 imprimantes illustre encore. Nous pouvons citer Daniel Cabot, ancien administrateur de la France d'outre-mer avant l'indépendance du Sénégal. Du Sénégal. En effet, votre pays apporte un important concours à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, cadre de référence unique des politiques publiques de développement économique et social de notre pays. Ce don, estimé à 60 millions de francs CFA, il entre dans le cadre d'une coopération dynamique qui marche bien. Ce matériel est offert du Sénégal par le ministère des Océans et de Pêche de la République de Corée dans le cadre de la coopération sénégalo-coréenne. Grâce à ce don, le gouvernement coréen souhaite encourager l'ensemble des efforts mis en œuvre par le Sénégal dans le domaine de la pêche et renforcer la coopération entre nos 2 pays dans le secteur. À Moro, chaque mois, 228 tonnes de poissons sont débarquées, mais sur place, il y a toujours eu un problème de conditionnement
À compter de ce jour, une nouvelle page s'ouvre pour ce débarquement. Le ministre a décidé de mettre ce conteneur frigorifique à la disposition du GIE interprofessionnel de Mboro. Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a effectué une visite à Tivaouane. La délégation a rencontré le porte-parole du Khalif général des Tidianes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin. L'objectif est de sensibiliser sur l'importance du recensement général des entreprises qui sera fait sur toute l'étendue du territoire national. Damsila. Le recensement général des entreprises est le premier grand recensement économique organisé au Sénégal. Ses objectifs sont entre autres de dénombrer toutes les unités économiques du pays pour améliorer le système d'information existant sur les statistiques d'entreprises. Pour réussir le pari, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie effectue des visites auprès des chefs religieux pour les sensibiliser sur l'importance de cette enquête. À Tivaouane, le directeur général de l'ANSD et sa délégation ont rencontré le porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin. ak ban façon ñii bay ñan lañu ak lu ñuy bay ñii commerce ñan lañu ak lu ñuy commerce yooyu yëpp xam ko ci réew mi dafa baax dana tax président xam nu muy dimbalee ñooñu ñëpp. Il nous a promis de faire le plaidoyer au niveau de tout le pays pour que les chefs d'entreprise sachent que ce qu'on est en train de faire va les bénéficier eux-mêmes d'abord, que s'ils nous donnent les informations dont on a besoin, cela va revenir sur eux comme bienfait. Pour disposer d'informations fiables sur la structure et la démographie des entreprises établies au Sénégal, la NSD a mobilisé 1200 enquêteurs. Ces agents se présenteront au niveau des unités économiques sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour nous de dénombrer d'abord toutes les unités qui concourent à la production de richesses dans le pays et d'estimer les emplois qui sont générés et la valeur ajoutée qui est générée. Cela nous permettra d'avoir une meilleure connaissance des dynamiques économiques et porter à la connaissance des autorités, donner aux autorités les instruments qui leur permettent de prendre les meilleures décisions de politique économique et sociale. Pour une bonne connaissance de l'utilité et de l'importance du recensement général des entreprises, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a mis en place une politique de sensibilisation. Après Touba et Tivaouane, d'autres personnalités religieuses seront rencontrées pour une bonne réussite de la mission. Elles sont de la société civile, du secteur privé ou encore d'organisations étatiques. 69 personnes au total qui ont été décorées ce matin dans les ordres nationaux du Sénégal. Céline Lunjigo a assisté à la cérémonie. L'émotion se lit sur les visages des récipiendaires. Ils sont décorés dans les ordres nationaux du Sénégal. Ces belles médailles qui scintillent sur leur poitrine témoignent des nombreux sacrifices qu'ils ont consentis pour le développement de notre cher pays. Leur engagement dans leur secteur respectif est célébré sous les sceaux du lion et du mérite. Travail, civisme, valeurs qu'ils n'ont pas fait que promouvoir, ils s'y sont investis, d'où leur choix par le chef de l'État. Je remercie son Excellence le Président Macky Sall pour cette distinction honorifique. Je réitère mon engagement sans réserve et à toute épreuve à l'accompagner et pour la réalisation du plan Sénégal émergent, parce que le président Macky Sall a consacré toute sa vie et toute son énergie pour servir le Sénégal. Pour Baladiei, athlète devant représenter le Sénégal au JO, la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite a des allures de remise de drapeau avant l'heure. C'est encore une source de motivation avant les Jeux Olympiques. Les ordres nationaux du Lion et du Mérite sont accordés à des personnalités, mais aussi et surtout à des individus lambda, ordinaires par leur statut, mais ô combien extraordinaires par leurs actions. J'ai commencé, beaucoup ne croyaient pas en moi. Ils vous prenaient pour un fou. Cette distinction récompense ses efforts. Parce que tu as le mérite, mais le maintien aussi c'est important, c'est-à-dire la pérennisation. De voir qu'on a décoré des femmes agricultrices, des femmes qui s'occupent de l'élevage, c'est-à-dire ces femmes qui quotidiennement
sont dans les champs, sont dans le travail. Et pour moi, c'est peut-être la reconnaissance la plus importante. Et je me sens plus honorée encore d'être parmi ces femmes-là. 69 au total ont été décorés, 69 dont le travail et l'engagement sont reconnus. La session 2016 du BFM démarre lundi prochain sur l'ensemble du territoire sénégalais. Plus de 200 000 candidats sont inscrits cette année. Le directeur des examens et concours, lors d'une conférence de presse, a énoncé les dispositions prises afin de permettre aux candidats de passer les épreuves dans les meilleures conditions. Pape Kolingov. Ils sont au nombre de 202 784 candidats à passer l'examen des brevets de fin d'études moyennes lundi prochain. La particularité de cette année, c'est que le nombre de candidats a baissé, mais les filles restent toujours plus nombreuses que les garçons. Les épreuves du BFM seront administrées à partir du lundi 18 juillet 2016 sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Arabie Saoudite. Le nombre total d'inscrits est de 202 784 candidats, dont 110 387 filles. Ces candidats sont répartis dans 999 centres abritant 1177 jurys. Le nombre de filles candidates a augmenté cette année, passant ainsi de 107 359 candidats en 2015 à 110 387 par rapport à la session de 2015, où nous avions un effectif total de 203 846 candidats. Il y a cette année une diminution de 1062 en valeur absolue. Comme à l'entrée en 6e et au certificat de fin d'études élémentaires, des dispositions sécuritaires sont prises pour un bon déroulement de l'examen du BFM. Le ministère de l'Éducation nationale a pris toutes les dispositions utiles pour permettre aux candidates et aux candidats de passer l'examen du BFM dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui concerne la sécurisation des épreuves, leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif est mis en place à la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale pour faciliter l'ensemble des opérations y afférentes. L'examen des BFM comporte 10 épreuves communes et une épreuve facultative. 13 520 enseignants sont mobilisés pour assurer la surveillance dans les salles. Cet atelier de formation sur les techniques de production de semences destinées à 20 femmes des régions du Sénégal, c'était à Kaolack. La session initiée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a duré 3 jours. L'objectif de cette deuxième phase est de générer et d'accélérer l'adoption des technologies améliorées dans les filières agricoles prioritaires. Claire Diop. L'activité est une formation de 20 productrices des organisations faîtières sur les techniques de production de semences de qualité. Face aux enjeux de développement de l'heure, la diffusion des technologies à grande échelle est plus que déterminante pour atteindre les objectifs d'accroissement de la productivité. Pour ce faire, il faut d'abord une parfaite maîtrise de la législation semencière, ses différents paramètres, règles et normes de production. C'est la base même du système de certification, qui définit donc les systèmes à travers ces différents éléments recherche, production, contrôle et certification, commerce des semences. Sur le terrain, les groupements de femmes s'organisent pour une meilleure appropriation de cette activité de production de semences. L'enjeu pour le PPAO-WAP est de mieux impliquer les femmes, une démarche fort appréciée. On a commencé à faire les semences depuis presque 2 ans. Et cette année-ci même, on a recruté des jeunes et des femmes, comme l'a voulu le programme PPPOA. On les a appuyés en semences, en intrants, et on les a accompagnés pour faire des semences avec du matériel agricole aussi. On a 32% pour les femmes qui font les produits semences certifiés, parce que la sécurité alimentaire, c'est pourquoi que la semence certifiée nous intéresse bien, nous les femmes. Le programme se veut un outil de croissance agricole et de réduction de la pauvreté. Cette formation concerne 3 filières spécifiques et cela s'explique. Sur le riz, on peut aller jusqu'à 40% de rendement possible à cause de la qualité semencière. La deuxième espèce, c'est le maïs. Vous voyez que le maïs est une espèce qui est en pleine expansion. D'autant qu'aujourd'hui, si vous voyez tous les provendiers,
la consommation de maïs augmente par la fabrication des aliments de volaille, par la production de farine. Donc c'est une espèce qui prend de l'ampleur. Donc le maïs est maintenu. Mais surtout, nous avons pris le niébé. Le niébé, c'est une espèce qui est généralement cultivée par les femmes. C'est pour leur permettre à leur niveau aussi, sur l'activité principale qu'elles mènent, qu'elles puissent avoir des semences de qualité. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a financé cette session de formation. Il cherche à promouvoir la disponibilité des semences de qualité jusqu'à 25% d'ici 2017, ainsi contribuer au développement durable de la productivité agricole. Le PPAO-WAP couvre 13 pays de la CEDEAO. Cette dernière a initié ce projet avec l'appui financier de la Banque mondiale. Des perspectives de croissance de 6,4% pour le premier semestre de l'année en cours et un déficit public réduit de 2 points pour être stabilisé à 4,2% durant la même période. Ce sont là quelques chiffres révélés parmi tant d'autres par le point économique de la direction de la prévision et des études économiques. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par le ministère de l'économie et des finances pour évaluer et formuler des recommandations. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent d'Ahaba. Janvier 2015, date de mise en œuvre effective du plan Sénégal émergent. Près de 2 ans après, l'économie sénégalaise commence à subir les changements structurels attendus. L'inflation est maîtrisée, les déficits budgétaires réduits et un taux de croissance à plus de 6% contre 3%, la moyenne d'avant PSE. Le Sénégal a atteint en 2015 un taux de croissance de 6,5%, tiré par l'agriculture mais aussi par le secteur secondaire. Et je pense que cela est extrêmement important. Et sur l'agriculture, il y a 2 éléments clés. Il y a certainement la pluviométrie, mais il a plu un peu partout au Sahel. Mais il y a les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour avoir une productivité, une production beaucoup plus importante. Le déficit budgétaire a été réduit de 2 points de PIB. C'est-à-dire aujourd'hui, du point de vue de la restauration des marges budgétaires, des efforts importants ont été faits. Il y a la rationalisation des dépenses publiques. Une chose est de dépenser, une autre chose est de mieux dépenser. Et justement, ce sont ces dépenses publiques qui ont permis aujourd'hui au gouvernement, grâce aux efforts d'investissement importants, de pouvoir tirer la croissance vers le haut et d'arriver à une création importante d'emplois. En termes de perspectives également, les projections plaident en faveur du Sénégal. Les 2 premiers trimestres de l'année 2016 le confirment. Les premiers résultats des 5 premiers mois, où la croissance moyenne est de 6,4%. Là aussi, nous ne l'avons pas eu depuis plus de 10 ans. En général, sur les premiers trimestres, nous avions des croissances très faibles, qui tournaient autour de 3 et de 4%. Mais là, nous sommes sur une croissance hors secteur agricole de 6,4%, donc ce qui est très appréciable. Mais aussi les autres agrégats se comportent bien, que ce soit la politique de mobilisation des recettes ou aujourd'hui l'exécution des dépenses publiques, de sorte que nous pensons sur l'année d'atteindre, en tout cas, voire même de dépasser la croissance de 6,6%. Alors, question, ces données impactent-elles sur le quotidien des Sénégalais? Il a fallu 30 ans à la Chine pour que la Chine soit ce qu'elle est, avec des taux de croissance à 2 chiffres sur presque une période de 30 ans. Le Sénégal renoue avec une croissance forte. Il faut aujourd'hui maintenir d'abord ce cap. Des efforts ont été faits sur les bourses familiales, c'est un exemple. Mais si aujourd'hui on a pu mettre 30 milliards, c'est parce que le pays, parce que les finances publiques ont été mieux gérées et ça permet d'injecter 30 milliards. Des chantiers sont en cours, des travaux sont en cours, d'autres réformes sont en cours. Il faut mener tout ce processus à son terme pour que l'on puisse être dans une société émergente, c'est-à-dire dans une société où toute la population, ou en tout cas la grande majorité de la population va se sentir dans cette émergence. À côté de ce message d'espoir du ministre de l'économie, des finances et du plan, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PSE, surtout dans les secteurs sociaux. Je pense au secteur de l'éducation, mais ces contraintes sont en train d'être dépassées. Ce n'est pas moins de 28 milliards que le gouvernement a injecté pour faire face aux revendications, qui datent de longtemps d'ailleurs, des syndicats d'enseignants. Et sur le premier semestre déjà, l'impact budgétaire est de 10 milliards.
aujourd'hui. Mais ça, ce sont des éléments de contrainte peut-être qu'on n'avait pas bien évalués. L'État du Sénégal reste conscient des obstacles à franchir pour un meilleur environnement du climat des affaires. La question foncière, mais surtout le coût de l'énergie encore assez élevé, même si les difficultés d'accès sont en train d'être surmontées. Dans la série sur les préparatifs du Conseil des ministres délocalisé, Rufisque accueille le 19 juillet prochain le Conseil interministériel délocalisé. La réunion est prévue à la salle des fêtes pour offrir aux hôtes un meilleur cadre de travail. La préfecture et la mairie font peau neuve. Les autorités sont à pied d'œuvre pour offrir une belle image de la ville. Anne-Marie Gomes. Rufisque, ville historique, une des 4 communes du temps colonial, porte d'entrée de Dakar. Rufisque est un chef-lieu de département. Il se trouve dans la région du Cap-Vert, la région de Dakar. C'est une ville historique qui a une âme et qui a gardé beaucoup de secrets sur la conduite des politiques au Sénégal. L'ensemble des grandes batailles politiques du Sénégal a toujours démarré ici à Rufisque. Même la bataille de l'indépendance du Sénégal a eu lieu dans cette salle mythique de la salle des fêtes de Rufisque. Rufisque aussi a été une zone portuaire, une zone commerciale avant même l'indépendance. Avec ses 270 000 habitants répartis dans plus de 130 quartiers, Rufisque va accueillir pour la première fois un conseil interministériel. Dans cette perspective, la mairie fait peau neuve. Informer toute la ville de Rufisque, la population, que nous allons avoir des donneurs qui doivent venir visiter cette ville, et avec l'attention que les populations vont porter sur l'arrivée de ces personnalités, certainement beaucoup de soucis seront pris en compte, et nous pensons que ce sera peut-être le déclic définitif pour faire de Rufisque, n'est-ce pas, une ville émergente, sinon la première émergente du Sénégal. La préfecture n'est pas en reste. Durant ce séjour-là, il est retenu l'arrivée du président de la République au niveau du département de Rufisque, et particulièrement à la préfecture. Et c'est dans ce cadre que les services s'appellent pour mettre la préfecture à neuf, pour que le cadre soit beaucoup plus accueillant pour l'autorité suprême de ce pays. Les attentes sont nombreuses. Elles vont de l'assainissement à la pêche, en passant par les infrastructures, l'éducation et la santé. Tout est priorité ici. Conseil des ministres décentralisé. Nous attendons beaucoup du conseil interministériel. Le plus grand souci de Rufisque, c'est la canalisation. Il n'y a pas de route à Rufisque, pas d'infrastructure. L'assainissement, n'en parlons pas. Nous voulons que le président apporte des solutions à nos problèmes. L'enjeu aujourd'hui du département de Rufisque, c'est l'implantation des pôles urbains. Et je pense que cette opportunité que nous a offert l'État d'implanter la majeure partie des pôles urbains dans le territoire départemental est une innovation qui permettrait de régler pas mal de problèmes. Non seulement régler le problème économique, mais régler aussi les problèmes liés à l'emploi. Depuis plusieurs semaines, les autorités locales travaillent d'arrache-pied pour rassembler toutes les données utiles pour répondre favorablement aux attentes des populations de la vieille ville. Voilà un projet qui va peut-être régler donc les problèmes listés par ces Rufisquois. Dakar Gate, un projet de 158 milliards de francs CFA pour mettre fin à l'avancée de la mer à Rufisque. La vieille ville prévoit également une enveloppe de 36 milliards de nos francs pour assainir l'ancienne commune, entre autres initiatives contenues dans un document intitulé PDUD, le programme de développement urbain durable 2015-2035. L'objectif est de faire de Rufisque la première ville émergente. Anne-Marie Gomes. Rufisque, avec ses calèches et ses vieilles bâtisses, rappelle l'époque coloniale. Après plus d'un siècle d'existence, que retenir de l'ancienne commune? Une image peu reluisante, des caniveaux à ciel ouvert, un système d'assainissement vétuste. Une image que les autorités veulent corriger. Il y a eu en 1999 le plan directeur qui avait été conçu
des efforts ont été faits avec un budget de 4 milliards, ce qui a permis d'assainir quelques quartiers et créer un centre de captage. Nous faisons partie des 10 villes assainies du Sénégal et c'est une enveloppe de 3 milliards 300 millions qu'on va mettre sous terre, 25 000 km et 2500 raccordements. Donc l'essentiel, le tiers de la ville de Rufisque sera totalement assaini d'ici à partir de 2017. La population s'agrandit, la ville aussi. Les besoins augmentent. Nous demandons plus parce que c'est les 2 tiers de Rufisque qui doivent être assainis. Il nous faudra peut-être au moins 36 milliards pour pouvoir arriver à assainir la ville totalement. Pour ce qui concerne le canal, il y a eu des tentatives avec le ministère de renouveau urbain. Il y a un projet avec Satar qui a commencé et qui crée des difficultés aux populations. Certainement, ça va attirer l'attention de M. le Premier ministre. Autre urgence, l'avancée de la mer. Plus les années passent, plus le Grand Bleu gagne du terrain. Pour l'arrêter, 2 digues ont été construites. Pas suffisant. À problème exceptionnel, solution exceptionnelle. La mairie compte sortir les grands moyens. C'est le projet qu'on appelle le projet Dakar Gate et pôle de Rufisque. Il s'agit de mettre sur la plage des plateformes sur 5 hectares, entre 5 et 10 hectares, crever la vague dès sa naissance, faire reculer la mer. C'est un projet qui se chiffre à 158 milliards et le financement est déjà obtenu. Avant la fin de l'année, le travail devra être commencé. Autre secteur prioritaire, la pêche. Le secteur présente beaucoup d'atouts. Cette zone s'étend à peu près sur une vingtaine de kilomètres avec plus de 10 000 pêcheurs qui s'activent dans la pêche artisanale. Chaque année, nous avons à peu près 27 000 tonnes de produits qui sont débarqués pour une valeur commerciale à peu près de 4 milliards 700 millions. Problème, le quai de pêche s'avère trop petit pour contenir ce beau monde. Aujourd'hui, le quai de pêche de Rufisque est un peu exigu pour contenir en tout cas le nombre d'acteurs qui travaillent. Que l'État puisse nous appuyer, puisse faire les quais de pêche Bargny, Sendou, Minam, tout ça dans le département parce qu'il y a à Yen, il y a un quai de pêche mais il est trop petit. Le début de solution se trouve à côté, à Bargny précisément. Lundi, on va procéder à la pose de la première pierre d'un quai de pêche à Bargny. C'est une vieille doléance, très très vieille doléance. Et ce quai de pêche va nous permettre en tout cas de faire de Bargny le premier pôle de pêche du département. Tous ces problèmes, de même que leurs solutions, sont contenus dans un rapport intitulé le PDUD, le Programme de développement urbain durable 2015-2035. Celui-ci sera présenté lors du Conseil interministériel pour approbation. Anne-Marie Gomis, non loin de Rufisque, il y a Toubab Dialaw et Sendou, 2 communes de la région de Dakar à forte potentialité touristique. Dans ces localités, le tourisme est en plein essor, des sites où il fait bon vivre, 2 pôles d'attraction qui accueillent de plus en plus de touristes. 2 merveilles aussi de la région de Dakar destinées à la promotion de la destination Sénégal. Louise Bidza. À 40 km de Dakar, du haut de sa falaise, cet hôtel raffiné, parfaite jonction entre le tourisme d'affaires et le tourisme balnéaire, devient le temps d'un week-end, d'une retraite ou de quelques jours, un lieu de quiétude. Moi je trouve que c'est plus tranquille que Dakar en fait, parce que Dakar au niveau de Dakar tellement c'est saturé, alors que pour venir à Toubab c'est spacieux et on peut en profiter le maximum pour possible. À Toubab Dialaw, le tourisme ne se limite pas seulement aux bonnes affaires, les plages, l'architecture, l'atmosphère, autant d'atouts qui attirent toutes sortes de touristes. C'est la première fois que je viens ici à Toubab Dialaw, mais je trouve l'environnement vrai sain et vrai calme. Et puis je pense qu'à l'avenir ça peut être un très bon site touristique et que plein de choses peuvent se développer ici. Avec le tourisme, des activités artisanales se développent au grand bonheur des jeunes de la localité. Par exemple, il y a des gens qui viennent ici faire du commerce, faire des échanges avec les tourismes, échanger avec la culture que vous voyez ici. À Toubab Dialaw, il y a aussi, c'est un village où Cheikh Omar Foutiyou Tall a passé par là. La plupart du temps, quand les touristes quittent leur pays pour venir au Sénégal, c'est pour s'émouvoir.
pour profiter de la belle vie. Donc moi je dirais qu'il y a tout ça au niveau de Toubab Dialaw. S'il s'agit de repos pour les séminaristes et qu'on sort tout ça. Ici à Toubab Dialaw, les touristes le sauront envahir par la beauté des jardins, la vue magnifique sur la mer et les infrastructures touristiques de haut niveau.